En fait, Starburst, c'est une solution entreprise d'une technologie open source. C'est une technologie open source qui a été fondée en 2012, je crois, chez Facebook. Le paradigme était que même avec Hadoop, on avait des grosses problématiques de performance. La technologie a été faite pour ça, pour accélérer l'accès au data lake. Et puis du coup aussi, ouvrir les chakras d'accessibilité de la donnée en disant, avec le même moteur, on peut attaquer le data lake et plein de sources de données, et du coup les fédérer avec une seule et même requête SQL. Alors aujourd'hui, je reçois Jérôme qui est Solution Architect chez Starburst, la solution qui permet de requêter des data lakes et de les fédérer avec d'autres sources, avec des grosses performances et avec des coûts très compétitifs. Donc Jérôme va nous expliquer tout ça un peu plus en détail. Starburst, c'est pas très connu du grand public, mais c'est une solution qui est déjà utilisée par quasiment la moitié du CAC 40. Pour que vous ayez un ordre d'idée, Starburst, c'est une licorne américaine valorisée plus de 3 milliards de dollars après une levée de fonds de 250 millions en 2022. C'est équivalent à Dataiku, par exemple, qui est, je crois, la pépite data en France la mieux valorisée. Donc voilà, pour qu'on ait un peu les ordres de grandeur. Hello Jérôme, ça va ? Ouais, bonjour Robin, tu vas bien ? Super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu t'es retrouvé Solution Architect chez Starburst pour commencer ? C'est vraiment une volonté de ma part. Moi, ça fait, je sais pas, alors je compte plus les années, j'ose plus, mais 20-25 ans que je suis dans le monde de la data. J'ai eu des vies chez pas mal d'éditeurs, 2 fois chez Microsoft. Je travaille aussi chez Google Cloud récemment. J'étais un des premiers à tenter l'aventure, on va dire Big Data, en étant le premier employé en France de Cloudera, typiquement. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la data et du Big Data pour les grandes entreprises. Et il y a toujours un sujet qui m'a passionné, surtout avec cette émergence du cloud, c'est comment on allait faire pour faire le grand écart entre le cloud et finalement ce qui va ou doit rester on-premise, donc vraiment dans les data centers des clients en France. Et du coup, c'est un choix que j'ai fait et j'ai poursuivi un de mes collègues qui était déjà rentré chez Starburst parce que j'ai vu comment ça allait pouvoir rendre service aux clients, aux entreprises avec lesquelles je discute depuis de nombreuses années. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que ça rejoint clairement un peu la solution Starburst. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert Starburst et peut-être dans quel contexte les entreprises ont besoin de la solution ? En fait, Starburst, c'est une solution entreprise d'une technologie open source. C'est une technologie open source qui a été fondée en 2012, je crois, chez Facebook et qui a été après open sourcée. Et les fondateurs, tous les créateurs de cette technologie, qui s'appelait Presto à l'époque, ont quitté Facebook à la fin des années 2017-2018, quelque chose comme ça. Sont sortis donc dans la nature avec cette technologie open sourcée. Bon, il y a eu un désaccord en termes de trademark avec Facebook, donc du coup ils sont obligés de renommer la technologie en Trino en 2019, je crois. Et du coup, tous ces créateurs sont devenus les fondateurs de cette société Starburst qui fait une version enterprise de ce moteur. Donc ce moteur a été créé pour accélérer les accès aux data lakes, initialement les Hadoop, maintenant les data lakes on va dire plus typés cloud. Parce qu'en fait, le paradigme était que même avec Hadoop, on avait des grosses problématiques de performance en concurrence d'accès. C'est-à-dire qu'avec quelques utilisateurs, on pouvait très facilement saturer toutes les ressources. La technologie a été faite pour ça, pour accélérer l'accès au data lake, de manière unitaire et surtout en concurrence d'accès, avoir plein d'utilisateurs qui se connectent. Et puis du coup aussi, ouvrir les chakras d'accessibilité de la donnée en disant, avec le même moteur, on peut attaquer le data lake et plein de sources de données, et du coup les fédérer avec une seule et même requête SQL, sans avoir besoin forcément de bouger la donnée. Donc c'est ça ce pourquoi le moteur a été créé. Ouais, c'est ce que j'avais compris effectivement quand on s'était appelé, j'avais compris un peu ces 2 usages principaux. Le premier, en fait, ça te permet d'accélérer la performance quand tu vas aller recréter des bases on-prem type Hadoop qui avaient historiquement des problèmes de performance. Et la deuxième, c'est que tu vas pouvoir via une même requête récupérer de la donnée depuis par exemple ta base Hadoop et depuis un autre cloud ou depuis une source. Et donc, c'est ce que tu appelles un petit peu ce côté fédéré. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je te propose qu'on creuse un petit peu ces 2 usages justement l'un après l'autre. Peut-être en commençant par le premier. Je disais qu'historiquement, avec Hadoop, tu avais des requêtes super lentes et que d'ailleurs, c'est probablement en partie pour ça que tu as des boîtes aussi qui opèrent des migrations vers le cloud ou qui vont chercher des modèles un peu hybrides. Peut-être tu peux préciser un petit peu le contexte autour de cette situation-là, pourquoi Starburst vient améliorer la performance justement
du requêtage à ce niveau-là? C'est pas qu'intrinsèquement les requêtes initiales des clusters Hadoop étaient lentes, parce qu'avec ces technologies, on a pu brasser de la donnée à l'échelle, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais c'est un sujet véritablement de concurrence d'accès. C'est-à-dire que le lac n'est pas uniquement accessible à 1, 2, 3 utilisateurs qui satellisent tout. Donc le scénario primaire, effectivement, c'est de dire que c'est une technologie d'accessibilité pour pouvoir accélérer l'usage des données des data lakes, qui fait que peut-être avec la moitié du compute nécessaire à une technologie traditionnelle type Hive ou Impala, on peut faire du x5, x10, et donc être capable véritablement d'accélérer l'usage et de rendre possible les usages immédiats, concurrents des utilisateurs. Donc c'est en ça qu'il y a eu une accélération. Et du coup, ça permet aux utilisateurs de se projeter à dire je veux tenter des choses. J'ai une possibilité de requêter facilement. Puis c'est du SQL, c'est simple, il n'y a pas besoin de faire de la programmation avec un langage, même Python ou ce qu'on a pu vivre avec du Scala il y a une dizaine d'années. Donc c'est très facile en accessibilité et la performance est là. Tu peux peut-être nous illustrer un cas concret, toi, que tu as vu de ce pourquoi une boîte avait enclenché justement le passage sur Starburst et peut-être avec le contexte un peu business autour de ça? Bon, on a quelques clients qui font des témoignages publics, certains autres qui ne sont pas publics, donc je peux en parler de manière plus anonyme, mais souvent on cite Crédit Mutuel Arkea avec lequel on travaille depuis un an et demi. Ils avaient une problématique déjà à rénover l'accès à leur data lake qui du coup n'arrivait pas à servir les usages des utilisateurs. Leurs dizaines, voire maintenant des centaines d'utilisateurs qui voulaient accéder au data lake se trouvaient extrêmement freinés. Donc là, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à faire des x5, des x10, et du coup, rendre enfin la donnée aux utilisateurs. Et ça leur permet en plus de se projeter dans l'avenir de leur plateforme en se disant, on va pouvoir rénover notre data lake avec des nouveaux supra-stockages qui vont être comparables à ceux qu'on va trouver dans le cloud. C'est comme tout le monde, ils ont un usage cloud émergent et puis ils doivent faire attention entre ce qui va dans le cloud et ce qui reste on-premise. Mais commencer peut-être à voir dans l'avenir comment utiliser ces nouveaux cloud data lake ou ce qu'on appelle les object store data lake, donc des substrats type Amazon S3 ou autres. Donc ça, c'est pour retrouver les fonctionnalités qu'on a dans les clouds publics, mais version on-prem. Voilà, exactement. Et se dire, typiquement, on va pouvoir rationaliser, être plus performant. Et puis, c'est aussi le deuxième scénario qui est l'accessibilité hybride. Se dire, j'ai une capacité à fédérer, alors j'ai beaucoup employé ce mot fédérer, mais du coup à joindre des données qui sont peut-être on-premise avec des données qui ont été migrées ou qui sont apparues par des usages nouveaux dans un cloud, peut-être dans une autre région du même cloud, peut-être dans un autre cloud, puisque souvent les clients sont de plus en plus multi-cloud, ils sont un peu monosourcés, mais avec une problématique à se dire, oui, mais si je dois rapprocher tout ça et que la donnée on-prem elle reste on-prem parce qu'elle ne doit pas aller dans le cloud, ça veut dire que si je les rapproche, il faut que cette fameuse jointure, elle se fasse on-premise, parce que la donnée ne peut pas pouvoir aller dans le cloud pour que la jointure soit faite dans le cloud. Et donc, nous, on permet de faire ça avec des artifices de performance, de fédération qui permettent de délocaliser du compute près de ces données cloud, réduire finalement le volume de données qui revient, parce que ça veut dire aussi le coût, pas que la latence, et faire que des scénarios comme ça d'hybride soient possibles. Donc, des gens comme Arkea, et j'en ai d'autres, ils accélèrent l'on-prem, ils commencent à planifier la rénovation de leur existant on-premise, rationaliser aussi des data marts qui étaient créés, des dataware qui étaient créés pour finalement recevoir des agrégats venant du data lake. On n'en a plus besoin puisqu'on est capable de les calculer très facilement à la volée. Je rebondis sur ce deuxième cas d'usage qu'on a évoqué au début et que tu mentionnes là, donc qui est le multi-source, multi-cloud. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu vas pouvoir construire finalement tes projets data en ayant des données dispersées sur plein de sources. Donc par exemple, tu vas avoir du cloud public, du cloud privé, tes différentes sources. Et là, tu n'as plus besoin de venir tout centraliser dans un même endroit pour ensuite faire ton projet analytics ou ton projet data science et d'attendre la fin d'une migration qui peut mettre 6 mois. Ce qui est assez commun dans les boîtes. Tu vois, moi, je l'ai vu pas mal de fois. Pour démarrer ce projet, tu vas tout simplement faire tes requêtes qui vont aller orchestrer ou fédérer, comme tu dis, les différentes sources. Donc c'est bien ça que je comprends, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est quelquefois il y a un effet waouh, que ça faisait longtemps que je n'avais pas, pas fait face, mais je trouve plus le mot. On leur donne une accessibilité qu'ils avaient un petit peu perdue. Donc du coup, avec Starburst, effectivement, on a cette capacité à faire ce grand écart, et parce que c'est pas nous qui allons forcer un move architectural
pour dire que la donnée doit être migrée. Ça, ce sont des grandes lames de fond qu'il y a chez les clients et que nous accompagnons. Maintenant, pendant que ces lames de fond de migration ou de non-migration, ou quelquefois même il y a des retours arrière, peu importe, il faut quand même donner l'accessibilité à la donnée. Et nous, notre technologie, vu que c'est qu'une technologie de compute, de calcul, on ne porte pas la donnée, et ben on donne cet accès où que soit la donnée. Et c'est comme ça qu'on libère les usages. On a un exemple aux États-Unis avec Comcast. Tu peux rappeler en 2 mots Comcast, ils font quoi ? Comcast, c'est une énorme société américaine d'entertainment. Donc typiquement, c'est eux qui sont propriétaires de ESPN, la chaîne de sport. Et ces gens-là, typiquement, le Chief Marketing Officer, il avait en tête de faire une campagne d'upsell, donc de conversion d'utilisateurs basiques à premium. Et il devait faire le grand écart entre un énorme data lake Hadoop, des énormes dataware, Teradata et je sais pas quoi. Et l'IT lui a dit « Ah ouais, pas de problème, 18 mois ». Et il a dit « Ah non, pas 18 mois ». Donc du coup, il s'est adressé à Starburst. Ils ont mis en place en 5 semaines une architecture qui permettait de fédérer tout ça sans avoir recopié dans un sens ou un autre les données et puis avec toutes les contraintes qui vont avec. Ils ont fait une campagne d'upsell de $200 millions en 5 semaines. C'est vrai que ça peut te débloquer ton go-to-market sur des projets data qui vont être clés pour des projets business, quoi. C'est intéressant de voir que ça peut même partir en fait du métier qui a envie d'exécuter une nouvelle vision produit ou une nouvelle offre marketing, etc., mais qui a besoin pour ça de pouvoir traiter toutes les données à un niveau opérationnel, quoi. Là, on n'est même pas dans l'analytics, en fait. Et du coup, si j'essaie de vous positionner un peu sur une stack data, j'aime bien faire ça toujours quand je parle avec des invités qui travaillent chez un éditeur. Donc, en fait, on peut vous utiliser en complément de toutes les autres briques, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu peux avoir tes sources, bien sûr. Tu vas avoir ton outil d'ingestion type ETL, que ce soit un Fivetran ou un Talend ou machin. Tu vas avoir ton warehouse peut-être côté cloud, ton warehouse côté on-premise potentiellement, un data lake en plus si tu veux, et enfin, je sais pas, tes tableaux de bord, tes cas d'usage en sortie, data science, etc. Et en fait, Starburst, ça va être effectivement une couche un peu en parallèle de ça, qui va être fédérée, où tu vas pouvoir requêter dans une même requête la donnée de ton warehouse, la donnée de ton data lake, côté on-prem, côté machin, ou sur plusieurs régions, peu importe, même peut-être aller directement sur une source qui n'a pas encore été ingérée, parce que c'est aussi possible d'aller directement récupérer la donnée à la source. Oui, d'autant plus que c'est pas seulement la lecture, c'est aussi de l'écriture. Le moteur a été créé pour l'accessibilité aux données, la concurrence d'accès en lecture, mais aussi extrêmement utilisé pour ce qu'on appelle, encore un mot anglais, du long running batch, des traitements ETL, mais en fait c'est pas de l'ETL, c'est de l'ELT. Et en fait, nous sommes pilotés par les technologies que tu mentionnes, les Fivetran, les DBT, les Informatica ou autres, parce qu'en fait, on est le moteur de lecture et d'écriture pour construire ces nouveaux lacs de données, ces nouveaux lakehouse, quel que soit le format de stockage, les Iceberg, Delta et compagnie, de telle façon à avoir un usage dataware sur ces nouveaux cloud storage, ces object stores, pour avoir des données dans des formats open source qui sont utilisés par plusieurs technologies, de façon à ne plus être condamné à avoir des données dans un format qui sont utilisables en lecture-écriture que par un seul moteur. On participe de cet effort de casser ces carcans-là pour que la donnée au format open source soit multi-utilisable. Donc c'est assez versatile en fait. J'étais curieux qu'on parle un petit peu du paysage concurrentiel une seconde. Tu citais au début des technologies qui vont souvent être utilisées, je suppose, par les entreprises lorsqu'elles travaillaient avec Hadoop avant qu'elles découvrent Starburst. Donc tu parlais de Hive ou Impala. Je trouve toujours intéressant de donner un peu une grille de lecture, par exemple, aux gens qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a envie d'aller se renseigner ou faire un benchmark, tu vois, des outils ou de tester comment il peut améliorer ses performances sur ce sujet on-prem. C'est un peu ça le bench, quoi. Il va regarder Hive, Impala, Starburst, et la grille de lecture, ça va être la performance, c'est de faire des tests. Actuellement, en 2024, plus personne se dit « je vais construire un data lake avec du Hadoop ». C'est fini. Donc on est souvent face à des scénarios où des très grandes entreprises, banques, des gens de la distribution, des assureurs, ont déjà des lacs depuis 10 ans. Et ils ont des usages. Le problème, c'est que les usages coincent. Les usages en accessibilité. Donc ces technologies, Hive, Impala, qui étaient les moteurs SQL intra-technologie Hadoop, fonctionnent, mais jusqu'à un certain point qui s'écroule assez vite. Et c'est en ça qu'on vient les aider. Donc du coup, les tests qui sont faits sont souvent en comparaison d'un accès, d'un usage qui coince, et on voit rapidement, dès qu'on fait un test, on fait un POC, que ça coince plus. Et lorsqu'on s'est appelé, tu m'as également parlé d'une fonctionnalité que vous avez développée, qui s'insère bien dans une approche data mesh, qui est
bien sûr une des grandes tendances de 2023, probablement encore de 2024. Tu peux nous expliquer un petit peu justement comment la solution s'insère là-dedans? C'est une fonctionnalité qui est assez simple de ce qu'on appelle de data product. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on participe de cette mouvance data mesh pour aider à la démocratisation à l'accès à la donnée. Ça rejoint de discussions de début de cet entretien, où finalement, même si techniquement, il y a une architecture centralisée, mais l'usage, lui, est décentralisé. Donc, des utilisateurs qui appartiennent à un domaine fonctionnel, qui sont honneurs ou contributeurs d'un domaine, vont avoir la liberté, du coup, d'accéder à tout un tas de silos de données et de pouvoir les interroger facilement avec du SQL, très bien, et de packager ces requêtes-là comme des vues, ou des vues matérialisées, c'est-à-dire qui sont computées en tâche de fond, comme étant des data products, avec du signifiant fonctionnel, des attributs, de la documentation, des tags, enfin, c'est un objet en tant que tel, mais c'est un conteneur finalement pour des vues SQL, un truc assez simple, mais qui sont tamponnés, validés par le métier. Ce qui fait que leurs collègues, leurs fournisseurs, peu importe, vont consommer de plus en plus ces data products, qui peut-être aujourd'hui font une requête vers un data lake et vers une base Oracle, peut-être, mais dans 6 mois, bah non, ils vont faire une requête avec un BigQuery et puis un Kafka, j'en sais rien, mais ils ne le verront pas. Ils consommeront un data product. Les utilisateurs n'ont plus besoin de se connecter en sous-jacent à chacun des silos, et ils consomment le data product via le point d'accès Starburst, et ces data products, ils sont publiés après dans les catalogues d'entreprise, quels qu'ils soient, et ils sont décrits. Ah oui, donc un peu comme on le voit aujourd'hui émerger avec DBT souvent, mais à l'intérieur du warehouse, où tu vas commencer à te créer un peu l'équivalent d'une semantic layer, comme on dit, où tu vas avoir finalement ta liste de KPI, et tu vas pouvoir choisir ton KPI, et tu as finalement les requêtes associées, exactement comment ça se passe, etc. Et tu peux exécuter ça et récupérer tes données, et puis tu as la documentation qui va avec. Là, c'est pareil, mais encore une fois, en fédérant sur le multisource avec tout ce qu'on a dit auparavant, où potentiellement tu vas avoir un KPI, tu peux récupérer l'information, la donnée, etc., ou voir la documentation des requêtes. Je suppose que tu peux creuser aussi si tu as envie de vraiment comprendre ce qu'il y a dessous, mais tu peux aussi juste récupérer la donnée sans comprendre et sans savoir que derrière, en fait, tu as une requête qui part sur plein de sources différentes et qui récupère la donnée. Ah ok, super intéressant. Bah écoute Jérôme, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Et ben moi, ce que je dis toujours, c'est que il faut se fier aux gens du terrain. Donc récupérer ce que disent les gens du terrain, les clients, les praticiens. Et en fait, les gens qui ont une expérience du terrain et qui sont opiniâtres, qui ont une opinion, qui essaient de la défendre, sont assez intéressants. Donc, il est assez connu en ce moment et je suis tombé dessus il y a quelques mois. J'essaie de le suivre. Donc, c'est une personne qui s'appelle Zach Wilson. Et son contenu est assez opiniâtre, des fois critique, mais il est assez bienveillant quand même. Il était leader de data engineering chez Netflix, Airbnb, voilà. Et c'est assez intéressant ce qu'il fait. Donc, ce genre de personne qui fait des rex terrain, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant plutôt que la littérature monstrueuse qu'on peut trouver à droite à gauche. Donc c'est ce genre de contenu où il y a les user groups aussi. Donc nous, j'en profite également, on vient de constituer un user group ici en France pour nos clients. Et on adore, nous, que les clients se parlent entre eux, y compris, moi j'adore ça, les mettre en contact, qui discutent sans moi, qui confrontent leurs expériences. C'est challengeant, très souvent, mais c'est irremplaçable. Donc le Rex terrain, c'est ça qu'il faut chercher. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Bah la data c'est très vague et très large, mais en même temps c'est fondamental parce que la manipulation de la donnée avec les impacts que ça a en termes de qu'est-ce qu'on en retire pour des décisions économiques, sociétales, environnementales ou autres, c'est super important. C'est très abstrait, mais en même temps c'est le centre de notre activité économique. Ça apporte beaucoup de choses et faciliter le traitement pour arriver à prendre des bonnes décisions, je trouve ça passionnant. Donc je pense que j'en ai encore pour un bon moment. Et je suis très content d'être dans ce domaine-là parce qu'il y a énormément d'innovation. Dans 5 ans, dans 10 ans, je pense qu'on parle encore d'autres choses dont on n'a pas idée maintenant. Donc je serai là. Après la moderne data stack, les IA génératives, je me demande à quelle sauce on va être mangé en 2030. Exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? La diversité des expériences. Ouais, parce que toi, t'as vraiment pas mal, tu disais au début, t'as rebondi un peu chez les éditeurs, t'as fait aussi un passage côté plutôt client, donc t'as vu pas mal de situations, quoi. Oui. J'ai commencé ma carrière chez Microsoft, qui est une expérience dingue, formidable, au début des années 2000. Après, passer à de l'open source,
me reconfronter à Microsoft ou même à d'autres cloud providers type Google, et faire des allers-retours entre la technologie open source propriétaire tout en discutant, en voyant comment les entreprises évoluent. Cette diversité a vraiment beaucoup aidé. Le passage, comme tu dis, aussi côté client. Je fais un passage pendant 3 ans et demi, on va dire, de l'autre côté du miroir. Ça permet de prendre un peu de recul, de se concentrer sur l'essentiel et de définir des priorités sur ce qui est vraiment nécessaire pour l'entreprise. On comprend mieux les clients une fois qu'on a été client. Voilà, donc c'était très bénéfique. Donc, pour ceux qui veulent tenter l'aventure, n'hésitez pas à faire des allers-retours, c'est extrêmement enrichissant que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? C'est de ne pas hésiter, de tenter sa chance. Là, je parlais de mes différentes expériences. J'aurais pu avoir des freins à quitter des conforts de certaines grosses boîtes pour aller dans des plus petites boîtes, ou bien initialement se dire je viens de nulle part, je vais tenter ma chance chez Microsoft. Enfin, voilà, c'est ne pas hésiter à tenter, avoir suffisamment confiance en soi pour tenter les choses, même si des fois ça marche pas, effectivement, les échecs aussi. Je n'ai pas très sous silence, mais il faut pas hésiter à tenter. Voilà. Okay. Et le jour où on m'a dit n'hésite pas, tente, postule, vas-y. C'était un des meilleurs conseils qu'on m'a donné. Excellent. Comment ça se passe si on a des gens dans l'audience qui sont curieux de discuter un peu data avec toi ou d'en savoir plus sur Starburst ? Est-ce qu'ils peuvent te contacter, je sais pas, LinkedIn, mail ? Bien sûr. Sur LinkedIn, effectivement, Jérôme Campour et puis moi et tous mes collègues, notamment en Europe du Sud. On a un site web, Starburst Data, y compris un site web français maintenant. On fait souvent des salons au Big Data Paris ou autres. Ok, donc pas hésiter à venir vous rencontrer pour échanger, pour discuter. Et écoute Jérôme, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de Starburst sur le podcast. Je trouve ça très cool, je suis curieux d'avoir des retours justement de la communauté un peu et de l'audience sur cet épisode. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt Robin.